Bonjour à tous et bienvenue dans cette 11e vidéo sur le rapport RTE intitulé Futur énergétique 2050. On va parler aujourd'hui du chapitre 11 sur l'analyse économique. Pour calculer les coûts du système électrique, il peut y avoir plusieurs indicateurs, et je vais y revenir dans quelques secondes, mais dans tous les cas, il faut prendre l'ensemble du cycle de vie des infrastructures en compte. Donc il faut prendre en compte leur construction, leur exploitation, leur maintenance, l'achat du combustible, leur démantèlement et la gestion de leurs déchets. Et donc tous ces coûts sont bien pris en compte dans les analyses économiques faites par RTE. Alors les indicateurs économiques, on en a trois. Le plus connu, c'est le LCOE pour Levelized Cost of the Energy. Et ça représente l'ensemble des coûts actualisés rapportés à l'énergie produite pendant la durée de vie de l'installation. Donc si on prend un parc éolien par exemple, eh bien on va calculer le coût de construction, d'exploitation et de démantèlement du parc et diviser ça par l'énergie produite sur la durée de vie du parc en utilisant ce qu'on appelle un taux d'actualisation pour pondérer la valeur de l'énergie produite dans 10 ans par rapport à l'énergie aujourd'hui. Donc ça, j'y reviendrai sur la slide suivante. Donc cet indicateur, il est assez facile à calculer puisqu'il se concentre à l'échelle d'un projet de production d'énergie. Par contre, il y a certains inconvénients. En particulier, ça ne calcule pas les impacts sur les besoins de flexibilité et les besoins de réseau. Donc, après, on va voir un deuxième indicateur qui est le VALCE, pour Value Adjusted LCE, et qui lui va prendre en compte l'impact sur les besoins de flexibilité, mais pas sur les besoins de réseau. Et on a un dernier indicateur qui est le coût complet du système électrique. Et donc là, l'idée, ça va être de calculer les coûts des moyens de production, mais aussi des moyens de flexibilité et des renforcements et développement du réseau. Et donc ce coût est beaucoup plus complexe à calculer parce qu'il faut calculer vraiment l'ensemble des coûts du système électrique complet, et pas juste projet par projet comme dans le LCOE. Par contre, c'est un indicateur beaucoup plus pertinent parce qu'on a le vrai coût du système électrique dans le scénario suivi. Et donc c'est ce coût-là qui va être calculé par RTE. Le coût du capital, ça va être en quelque sorte le taux d'intérêt auquel on va rembourser les investissements dans un projet. Et donc c'est une notion assez difficile à appréhender, mais je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible. Dans le coût de l'électricité, on va avoir une partie du coût qui est due à l'exploitation des infrastructures, donc pour leur maintenance, les combustibles, etc. Donc ce qu'on appelle les OPEX, les coûts d'opération. Et on a une partie du coût de l'électricité qui est due à l'amortissement du CAPEX, donc l'amortissement des investissements pour rembourser l'argent qui a été investi dans la construction des infrastructures. Et on a une partie qui est due au financement de l'investissement, donc pour rembourser les intérêts demandés par les financiers qui ont investi dans les infrastructures. Et donc plus la durée de vie d'une infrastructure va être grande et plus le coût du capital demandé va être important, plus la part de ce coût financier va être importante dans le coût de l'électricité total. Alors, RTE a pris comme hypothèse un coût du capital uniforme pour toutes les technologies, donc pris en compte un même coût du capital à 4% pour l'éolien, le photovoltaïque, le nucléaire, etc. C'est une hypothèse qui peut être discutée, puisque ça implique que le nouveau nucléaire bénéficie d'un soutien public au même titre que l'éolien ou le photovoltaïque, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, mais ce qui est, avec la taxonomie, en train de devenir le cas. Et donc pour vérifier la robustesse de leurs résultats, RTE a fait des analyses de sensibilité avec des variations du coût du capital entre 1 et 7% pour voir si ça changeait leurs résultats. Et ça, on y reviendra sur la fin de cette présentation. Et cette valeur donc de 4% et ces bornes pour l'analyse de sensibilité, c'est cohérent avec ce qui est utilisé dans la littérature. Donc il y a des études qui prennent un taux unique pour le coût du capital, et donc qui sont dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, par exemple, la Nuclear Energy Agency ou une étude du CIRED faite par Berang Shirizadeh et Philippe Thirion.
Et après, on a des études qui prennent des taux du capital, un coût du capital différencié pour nucléaire, éolien, terrestre, éolien en mer et solaire. Et là aussi, une analyse de sensibilité est faite avec une variante, avec donc un coût du capital élevé pour le nucléaire et un coût du capital faible pour l'éolien et le photovoltaïque. Et donc on aura les résultats donc, dans l'analyse de sensibilité que je montrerai à la fin. RTE a dû faire des hypothèses sur le coût du capital, mais aussi sur l'évolution des coûts de construction par filière. Si on prend le nucléaire par exemple, on a donc les coûts de construction de Flamanville 3 qui ont été de 7 900 euros par kilowatt, donc pour un total de 12,4 milliards d'euros. Et en prenant en compte donc les coûts de financement, comme j'ai montré juste avant, on obtient 19 et quelques milliards d'euros. Mais donc le coût de construction, c'est bien 12,4 milliards d'euros, soit 7 900 euros par kilowatt. Ce qui est 3 ou 4 fois plus cher que le coût initial qui devait être du coup aux alentours de 2500 euros par kilowatt, j'imagine. Quoi qu'il en soit, pour les EPR2, donc les nouveaux EPR si on en construit, les hypothèses sont qu'on aurait environ 5400 euros par kilowatt pour la première paire et plutôt 4500 euros par kilowatt pour les EPR en série. Il y a une analyse de sensibilité qui a été faite dans l'étude avec des coûts de construction un peu plus élevés et un stress test qui évalue le coût du système dans le cas où tous les nouveaux EPR seraient aussi chers que Flamanville 3 qui a un coût très élevé parce qu'il a enchaîné les problèmes. Et donc avoir un coût aussi cher que Flamanville 3 pour tous les nouveaux EPR, c'est totalement inconcevable. Et on a quand même fait cette hypothèse pour voir ce qui se passerait dans l'analyse économique et donc avoir un majorant du coup des scénarios avec nucléaire. Pour le solaire, hein, on a trois technologies de photovoltaïque. On a le photovoltaïque au sol qui est peu cher et dont les coûts vont encore baisser. On a le photovoltaïque en grande toiture qui est un peu plus cher. Et on a le photovoltaïque sur les petites toitures, donc les petits panneaux photovoltaïques sur les toits des maisons. Ça, c'est beaucoup plus cher. C'est donc environ 3 fois plus cher que le photovoltaïque sur grande toiture. Et donc dans tous les cas, les coûts vont baisser pour ces trois technologies a priori. Pour l'éolien terrestre, il pourrait y avoir des baisses de coûts en mettant en place des éoliennes plus grandes, mais avec le problème d'acceptabilité de l'éolien en ce moment, peut-être qu'en fait, on va mettre les nouveaux projets sur des sites avec moins de vent. Enfin, il y a plusieurs tendances possibles, et donc on ne sait pas trop si les coûts vont vraiment baisser ou pas. Et dans l'ensemble, c'est la trajectoire en pointillé qui a été retenue par RTE. Et pour l'éolien en mer, il y a deux technologies. L'éolien posé qui est utilisable uniquement si la profondeur d'eau est à moins de 50 mètres. Et donc il y a un faible gisement au large des côtes françaises, puisque les côtes descendent très rapidement, la profondeur descend rapidement. Et on a l'éolien flottant qui est plus cher, mais qui est nécessaire au-delà d'une certaine profondeur. Et donc dans les deux cas, les coûts sont censés baisser. Donc c'est les trajectoires en pointillé qui sont retenues par RTE dans ces hypothèses pour calculer ces analyses économiques. Avec ces hypothèses, RTE a pu calculer le LCOE de chaque filière à différents horizons temporels. Donc le LCOE, c'est le Levelized Cost of the Energy. C'est pas l'indicateur le plus pertinent, comme j'en ai parlé au début de cette présentation, mais ça reste un indicateur intéressant. Et donc à court terme, à l'horizon 2030, on va avoir des installations d'énergie renouvelable qui seront plus chères que la prolongation de nucléaire historique. Donc prolonger de 10 ans des réacteurs existants, pour faire passer leur durée d'exploitation de 40 à 50 ans ou de 50 à 60 ans, ça coûterait 30 à 40 euros par mégawattheure. Construire de nouvelles installations renouvelables, c'est plutôt 40 à 80 euros par mégawattheure. Donc c'est plus cher. Et ce qui est surtout beaucoup plus cher, c'est de construire des panneaux photovoltaïques sur des petites toitures. Et ça, c'est à court terme. À long terme, à l'horizon 2050, là, le coût des énergies renouvelables va continuer à baisser. Et vu que le coût du nouveau nucléaire est plus cher que prolonger juste des réacteurs existants, eh bien construire de nouveaux réacteurs nucléaires, si on prend en compte le LCOE,
c'est plus cher que construire de nouvelles centrales énergie renouvelable. Et ça, c'est si on prend en compte le LCOE, et c'est pas l'indicateur le plus pertinent. Si on prend en compte uniquement les coûts de production, donc pas les coûts de flexibilité ni les coûts de réseau, eh bien on a les résultats suivants sur nos différents scénarios. Donc effectivement, le scénario M1 avec beaucoup de photovoltaïque sur petite toiture, c'est très cher, par rapport au scénario M23 avec plutôt des grands projets d'énergie renouvelable. Et après, plus on a de nucléaire dans le mix électrique, plus le coût de production va être cher, vu que le coût des énergies renouvelables va baisser au niveau de la production à l'horizon 2050. Par contre, ça c'est si on prend uniquement les coûts de production. Mais si on prend en compte les coûts de flexibilité, donc les centrales thermiques, les batteries qui sont nécessaires pour équilibrer le réseau, et bien là, plus on a de nucléaire, moins les coûts de flexibilité sont élevés. Et pour les coûts de renforcement du réseau, c'est pareil, plus on a de nucléaire, moins les coûts de réseau sont élevés. Et donc, dans l'ensemble, quand on prend en compte le coût complet du système électrique, production, flexibilité, réseau, eh bien, plus on a de nucléaire, moins le coût complet du système électrique est élevé. Et effectivement, le scénario le plus cher, c'est celui avec beaucoup de panneaux photovoltaïques sur toiture, donc le scénario M1, qui est 100% ENR décentralisé. Au final, si on prend en compte le coût du nouveau nucléaire, le coût des énergies renouvelables, celui des flexibilités et celui du réseau de transport et de distribution, on a un coût du système électrique qui est compris entre 60 milliards d'euros par an et 80 milliards d'euros par an. Donc 60 milliards d'euros par an, c'est pour les scénarios avec une relance forte du nucléaire et donc une construction de 14 EPR. 70 milliards d'euros par an, c'est pour un scénario 100% énergie renouvelable centralisé, avec des grands parcs photovoltaïques au sol et des grands parcs éoliens en mer. Et 80 milliards d'euros par an, c'est un scénario 100% ENR décentralisé, avec beaucoup de photovoltaïque sur toiture par exemple, ou un scénario avec une sortie accélérée du nucléaire dès 2050. Et donc même si le LCOE du nucléaire est supérieur au LCOE des énergies renouvelables, le fait de construire des nouveaux réacteurs nucléaires, ça baisse le coût du système électrique d'environ 10 milliards d'euros par an. Et donc ça, 10 milliards d'euros par an, c'est avec les hypothèses de référence. Si on fait varier ces hypothèses pour faire des analyses de sensibilité, voire des stress tests, eh bien, on obtient un écart entre N2 et M23 de l'ordre de 0 à 15 milliards d'euros par an. Donc 0 milliards d'euros par an, ça voudrait dire qu'il y a un cas d'égalité entre N2 et M23. Et donc pour avoir ce cas d'égalité, il faudrait que l'une des 4 conditions suivantes soit validée, soit avoir des nouveaux réacteurs aussi chers que Flamanville 3, ce qui est totalement irréaliste, mais qui est donc un majorant extrême du coût possible pour le nouveau nucléaire. Donc même dans ce cas-là, le scénario N2 serait 2 milliards d'euros moins cher par an que M23. Autre possibilité, c'est d'avoir un coût du capital différent pour le nucléaire et les énergies renouvelables. Si on prend un fort coût du capital pour le nucléaire et un faible coût du capital pour les énergies renouvelables, et bien là, effectivement, on a égalité entre les deux scénarios. Si on dit qu'on a un nucléaire plus cher que prévu et des énergies renouvelables bien moins chères que prévu, on a aussi un cas d'égalité, mais là, c'est pas un peu plus cher ou un peu moins cher, c'est vraiment significativement plus cher. Ça voudrait dire, pour le nouveau nucléaire, avoir 110 euros par mégawattheure en LCOE, contre 60 à 85 euros par mégawattheure dans les hypothèses de référence. Donc c'est significativement plus important. Donc la conclusion qui dit que construire de nouveaux réacteurs nucléaires abaisse le coût du système électrique, c'est une conclusion très robuste. Dans la version finale de février, RTE a publié l'analyse économique détaillée des scénarios sobriété et réindustrialisation profonde. Donc dans le scénario sobriété, on a 90 TWh par an en moins à produire, et ça va réduire le coût du système électrique de l'ordre de la dizaine de milliards d'euros par an. Donc ça, c'est les coûts du système électrique dans les scénarios de référence, et dans les scénarios de sobriété, on a donc une réduction de 10 milliards d'euros par an pour tout le monde, et pas de changement sur l'interclassement des scénarios. On a juste l'écart entre les scénarios qui se réduit. Donc typiquement entre M23 et M2, au lieu d'avoir 10 milliards d'euros par an d'écart, on n'a plus que 8 milliards d'euros par an d'écart. C'est normal vu qu'on a moins
d'énergie produite en tout, donc voilà, moins d'écart. Pour la variante réindustrialisation profonde, là on a 110 TWh par an en plus à produire, et ça va avoir un surcoût sur le système électrique de l'ordre de 10 milliards d'euros par an. Donc pareil, il n'y a pas de changement sur l'interclassement des scénarios, et ici c'est 10 milliards d'euros par an pour tout le monde. Il n'y a pas d'évolution dans l'écart entre M23 et N2. Ça c'est pour les aspects sur le coût du système électrique, mais il y a aussi d'autres aspects économiques. Il y a des créations d'emplois avec la réindustrialisation, et donc ça va se compter en centaines de milliers d'emplois, ce qui est quand même assez intéressant. Et on a surtout un impact sur le solde commercial. Donc si on a une dizaine de milliards d'euros par an supplémentaires en coût du système électrique, on va avoir 200 milliards d'euros par an supplémentaires en solde commercial. Donc ça compense largement, et donc c'est très très intéressant économiquement parlant. Et on a aussi des aspects sur la souveraineté stratégique sur certains secteurs clés qui est quand même assez pertinent aussi. Dans ses compléments de février, RTE a aussi évalué l'analyse économique de différentes variantes. Donc on a en particulier une variante France isolée, où on considère qu'on n'a plus d'interconnexion entre la France et le reste de l'Europe, et donc on doit être vraiment autonome 100% de l'année en matière de production d'électricité. Eh bien, cette variante a un surcoût de l'ordre de 3 milliards d'euros par an, et c'est un surcoût qui va être identique pour tous les scénarios, avec ou sans nucléaire. Donc ce surcoût va se décomposer en coûts supplémentaires pour les énergies renouvelables, en coûts supplémentaires pour les moyens de flexibilité et les réseaux, et il y a aussi un impact sur les flux d'export et d'import d'électricité. Donc voilà, au final, 3 milliards d'euros de surcoût si on ne fait pas d'interconnexion. Il y a aussi une variante système hydrogène flexible non déployé qui a été évaluée. Pour arriver à gérer les scénarios 100% énergie renouvelable, et même dans tous les cas, RTE a supposé qu'on aurait un développement de l'hydrogène, et en particulier un développement des stockages et des transports d'hydrogène. Et donc on pourrait augmenter ou diminuer la production d'hydrogène pour s'adapter aux besoins électriques. Ça, c'est un pari technologique et industriel assez fort, et donc assez incertain. Si on n'arrive pas à développer cette infrastructure d'hydrogène flexible, eh bien on va avoir un surcoût de l'ordre de 2 à 5 milliards d'euros par an selon les scénarios. Et les scénarios avec beaucoup de nucléaire sont plus résilients à ce surcoût. Et donc voilà, N2, ça va plutôt avoir 2 milliards d'euros par an de surcoût, et M23, plutôt 5 milliards d'euros par an de surcoût. Donc dans l'ensemble, si on compare nos scénarios N2 et M23, pour savoir s'il est pertinent ou pas de construire de nouveaux réacteurs nucléaires, eh bien la différence de coût, c'est plus 10 milliards d'euros par an d'écart, c'est plutôt 13 milliards d'euros par an d'écart, si on ne croit pas en cette hypothèse de système hydrogène flexible. Dans ses compléments de février, RTE a rajouté une partie sur les optimisations économiques du mix électrique. Et donc on va avoir des enseignements sur le photovoltaïque, l'éolien et le nucléaire. Et donc sur le photovoltaïque, tout d'abord, eh bien la part optimale économiquement du photovoltaïque dans le mix renouvelable, c'est plutôt 10 à 15%, contre 30 à 40% dans les hypothèses de référence. Donc en fait, même si le photovoltaïque a un faible LCOE, eh bien il a besoin de beaucoup de batteries pour compenser son intermittence, donc à l'échelle d'une journée en particulier. Et donc, en prenant en compte le coût complet du système électrique, beaucoup de photovoltaïque accroît le coût du système. Pour ce qui est de l'éolien terrestre est plus économique que l'éolien en mer, en particulier si on doit faire de l'éolien flottant, ce qui est nécessaire au-delà d'une certaine capacité d'éolien en mer installée. Donc l'optimisation économique, on doit avoir beaucoup d'éolien terrestre et pas d'éolien flottant. Pour ce qui est du nucléaire, prolonger les réacteurs existants est économiquement pertinent. Et les nouveaux réacteurs nucléaires sont aussi économiquement pertinents, mais pas forcément de manière infinie. C'est-à-dire que passer de M23 à N1 puis à N2, donc rajouter jusqu'à une quarantaine de gigawatts, c'est sûr que ça réduit les coûts du système électrique. Au-delà, entre N2 et N3, il n'y a pas beaucoup de différence. Et en fait, rajouter du nucléaire dans le mix électrique, au-delà d'une quarantaine de gigawatts, ça ne va plus changer grand-chose. Ça va ni accroître ni diminuer le coût du système électrique. En tout cas, pas dans de forts ordres de grandeur.
Maintenant, c'est bien gentil tout ça, mais ces optimisations économiques, c'est pas suffisant, c'est pas forcément pertinent pour prendre des décisions sur l'avenir du mix électrique. Parce qu'il faut aussi, bien sûr, prendre en compte des enjeux sociétaux, et en particulier l'acceptabilité sociale des infrastructures, que ce soit l'éolien, le solaire ou le photovoltaïque au sol qui pourrait avoir des impacts d'artificialisation, etc. Et aussi des enjeux industriels. Si on dit qu'on va faire tant de gigawatts d'éolien ou tant de gigawatts de nucléaire et que l'industrie n'est pas capable de faire ça, eh bien ça n'a aucun intérêt de prendre ce genre de décisions qui sont en théorie optimales économiquement. Il y a aussi une partie qui a été rajoutée sur le coût d'abattement. Alors le coût d'abattement, c'est le coût associé à la réduction d'émissions permise par une action donnée. Donc si on fait de l'isolation dans un bâtiment par exemple, on va calculer le coût de rénover le bâtiment et on va calculer les émissions évitées dues à cette rénovation. Donc il va aussi falloir prendre en compte l'effet rebond, c'est-à-dire qu'on a isolé le bâtiment, et bien potentiellement la température va être plus élevée après dans le bâtiment à cause de l'effet rebond. Donc on peut calculer du coup le coût associé à la réduction effective des émissions, et donc c'est le coût d'abattement. Calculer ces coûts, ça permet de prioriser l'ordre des solutions à déployer. Et pour savoir si une action a un coût d'abattement assez faible, on va comparer son coût d'abattement à la valeur tutélaire du carbone, donc qui est de 250 € par tonne de CO2 évité, si on est en 2030, jusqu'en 2030. Et après, donc, la valeur tutélaire du carbone va être augmentée pour qu'on considère pertinente plus d'actions qui sont potentiellement plus chères. Donc RTE a calculé le coût d'abattement pour un certain nombre de solutions, donc avec des solutions dans le bâtiment, dans la mobilité, dans l'industrie, et aussi la production d'hydrogène. Et on va voir, typiquement dans le bâtiment, c'est pertinent de combiner à la fois isolation et pompe à chaleur, ça a un coût d'abattement très faible, beaucoup plus faible que si on fait uniquement de l'isolation, surtout quand on prend en compte l'effet rebond. Et aussi, donc, dans le bâtiment, c'est important de prioriser les chauffages au fioul et les passoires thermiques. Donc quand on rénove un bâtiment chauffé au fioul, c'est un coût d'abattement moins cher que quand on rénove un bâtiment chauffé au gaz. Pour ce qui est de la mobilité maintenant, il y a la mobilité légère et la mobilité lourde. La mobilité légère, c'est pertinent de faire des véhicules 100% électriques. Un coût d'abattement moins cher que dans les véhicules hybrides rechargeables, surtout que les véhicules hybrides rechargeables, on n'est pas sûr de quelle va être la part de l'utilisation électrique et la part de l'utilisation essence. Et il y a aussi les véhicules hydrogène où là c'était à plus de 1000 € par tonne de CO2 évité, donc pas du tout intéressant pour les véhicules légers. La mobilité lourde, il y a concurrence entre l'électrification et le passage à l'hydrogène, donc ça va être du même ordre de grandeur. Après on a l'industrie où là on va avoir des solutions d'efficacité, de valorisation énergétique, d'électrification, aussi des changements de procédés pour réduire l'utilisation d'énergie, voire l'utilisation de matière. Et pour ce qui est de l'efficacité, ça va être quelque chose qui est à la fois économique et écologique, vu qu'on va avoir un coût d'abattement négatif. Donc il y a aussi à la fois des réductions d'émissions et des réductions de coûts. Et pour la production d'hydrogène, eh bien, c'est identifié, c'est d'avoir des électrolyseurs fonctionnant en bande. C'est ça qui a le plus faible coût d'abattement actuellement, à court terme. Donc ces calculs, ça permet de savoir si les actions sont économiquement efficaces ou pas. Mais après, il y a aussi la question de quels sont les gisements qu'on peut atteindre. Et en fait, le plus gros sujet, c'est vraiment la mobilité légère, où là, passer à l'électrique, ça permettrait de diviser presque par deux les émissions d'ici 2030, donc c'est assez intéressant. Et donc après, voilà, on a les parts de gisement qu'on peut aller chercher dans chaque secteur. Parmi les 18 enseignements du rapport, il y en a 3 qui concernent ce chapitre. On a l'enseignement numéro 6, construire de nouveaux réacteurs nucléaires est pertinent du point de vue économique, a fortiori quand cela permet de conserver un parc d'une quarantaine de gigawatts en 2050. On a l'enseignement numéro 7, les énergies renouvelables électriques sont devenues des solutions compétitives. Cela est d'autant plus marqué dans le cas de grands parcs solaires et éoliens à terre et en mer. Et l'enseignement numéro 16, pour 2050,
le système électrique de la neutralité carbone peut être atteint à un coût maîtrisable pour la France. C'en est fini pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. La prochaine sera consacrée au chapitre 12 sur l'analyse environnementale. J'y parlerai d'émissions de gaz à effet de serre, d'utilisation de ressources, d'occupation des sols, de déchets nucléaires et de pollution atmosphérique. C'était Barla Énergie Climat, merci et à très bientôt.